Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va s'attaquer au test du Asus Zenfone AR. Donc là, à mon avis, ça va être un test assez long. Vous avez déjà une prise en main qui a été faite qui, justement, parle de la partie AR. Donc Google Tango, la réalité augmentée, ainsi que la VR, donc avec Google Daydream et son casque Daydream, justement, que vous avez ici, qui est fait par Google, pour rappel. Et donc c'est un smartphone qui est assez cher, il est vendu à 900 euros. Par contre, il a une belle boîte que je ne peux pas mettre pour le coup ici tellement elle est grosse et qui embarque pas mal de choses et ça c'est vraiment intéressant. On a quand même quand même presque le meilleur, à part le Snapdragon 821 qui fait un peu moins bien forcément que le Snapdragon 835, mais il a quand même 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, donc même à 900 euros on a quand même 128 Go de stockage. Je rappelle que l'iPhone ou Samsung c'est la même chose sans ça, et sans tout le casque, etc. Donc ce qui fait que c'est plutôt cool. 8 Go de RAM c'est surtout pour Google Tango que c'est pratique, parce que c'est très consommateur d'énergie. Avec aussi un dos en simili-cuir qui me rappelle le Galaxy Note 3, donc ça c'est plutôt cool. Google Tango, il faut quand même rappeler que c'est quand même tout ça, hein, tout ce système. J'en parlerai au moment surtout de l'appareil photo. Et une petite partie liée en Tango, je pense à juste après la surcouche. Parce que là, je ne sais pas encore où est-ce que je vais le mettre, honnêtement, c'est assez complexe à placer. Il aura peut-être sa propre partie, je ne sais pas encore. Ce qui fait que donc c'est un smartphone qui reprend en fait le design du Zenfone 3 Deluxe. Il perd les côtés antennes cachées, mais bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le 2,5D, on a du 5.7 pouces, écran plat, cette fois-ci c'est à l'avant pour le lecteur d'empreintes, donc il y a quelques changements. Le dos aussi en simili-cuir, c'est pour éviter la chauffe, parce que Google Tango a tendance à beaucoup chauffer, et il faut refroidir un maximum, puisque là le processeur est un minimum bridé pour que ça tourne au maximum, donc ils ont fait tout un système de refroidissement, etc. Ce qui est plutôt cool. Donc un smartphone qui est à la fois haut de gamme, et pourtant... même si Google Tango, ça reste particulier, il reste intéressant. Donc ça, c'est plutôt cool. Là où le nouveau Fab 2 Pro, déjà, c'était plus milieu de gamme avec son Snapdragon 652 et qui n'intégrait que Google Tango. Donc plus limité sur pas mal de choses. Par contre, le nouveau avait l'avantage d'avoir un écran plus grand. Là, je pense que c'est quand même d'avoir un smartphone qui fasse aussi Google Tango plutôt qu'un smartphone dédié uniquement à Google Tango. Donc je trouve que c'est pas forcément tellement con que ça de la part d'Asus, puisque ça reste un smartphone qui reste intéressant au jour le jour et qui n'est pas juste fait pour vendre Google Tango. Ça, c'est quand même le truc sympa. Le truc sympa, comme j'ai dit, il a le côté unique d'avoir Google Daydream aussi, qui est la nouvelle version de la réalité virtuelle par Google. Donc, on va un peu plus loin que le cardboard. Et ce qui, en soi, en fait, il apporte aussi une manette. Ce qui est plutôt bien, d'ailleurs, c'est qu'Asus les inclut, en fait, avec l'appareil pour avoir de l'expérience en sortie de boîte. Là où, par exemple, d'autres smartphones compatibles, tels que le ZTE Accent 7 et le Galaxy S7, entre autres, il y a aussi les Pixel, mais pas en France, là, il faut acheter le casque à part. Ils sont compatibles, mais il faut le casque. Là, il est inclus avec, ce qui est plutôt cool, je trouve, puisque ça permet vraiment d'avoir cette expérience particulière en sortie de boîte, comme ce que faisait d'ailleurs Alcatel. Donc, c'est une excellente chose. Et ça permet aussi de... Voilà, on sait pourquoi on paye 900 euros. Malgré que c'est très cher, et c'est normal aussi, au vu de ce que ça inclut. C'est très cher, mais on sait pourquoi, et on n'a pas l'impression qu'on se fout de notre gueule, justement. Et c'est ça qu'on va aborder tout le long du test. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à dire vos commentaires. Je vous conseille aussi de regarder le test express, puisque il y a une grosse amélioration par rapport à ça. Il y a une collaboration avec GamerGen. Donc n'hésitez pas aussi à dire votre avis dessus. Hold me, baby. In the night,
Au niveau du design, donc là on se retrouve, alors comme je l'ai dit juste avant, avec le design du Zenfone 3, enfin Zenfone 3 Deluxe, mais en remanié. C'est-à-dire que en gros, normalement le Zenfone 3 Deluxe c'était totalement en métal. Là, au vu de, il y a eu pas mal de petits changements et pour des choses intéressantes, pour un design d'ailleurs que j'apprécie un peu plus malgré la lourdeur de Tango. Donc tout d'abord on a un écran qui ici en fait, il n'y a pas de 2,5D pour le coup, comme vous pouvez voir en fait c'est totalement plat, ce qui est assez cool puisqu'en plus de ça, il y a un film en verre trempé qui est vendu avec l'appareil. En verre trempé, oui, ce n'est pas un film plastique. Ce qui fait que lui, il fait 2,5D. Donc vous pouvez l'avoir si vous voulez, tout en protégeant l'écran. Et ce qui fait que là, ça prend complètement la surface. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on va faire quand même le tour de l'appareil aussi tout de suite. Donc à la façade, comme j'ai dit, voilà, on a ça. Hop, alors forcément, il est un poil... Hop, ici, voilà, comme ça, ce sera mieux. Donc... Ce qui fait qu'on a droit à des boutons sensitifs en bas de l'appareil, ici, avec donc les deux comme ceci. D'ailleurs, qui ont été rajustés par rapport au Zenfone 3 Deluxe, qui était vraiment trop bas. Ici, ils sont un peu plus vers le haut. Et le lecteur d'empreinte aussi au milieu. Donc ça c'est aussi le gros changement, puisqu'à la base, il était au dos, mais vu qu'il y a Tango, ils l'ont mis devant. Nous avons droit au haut-parleur en haut, avec Asus qui est présent, la LED de notification que vous voyez ici, et ici, le capteur photo. Sur le côté droit, nous avons droit au bouton Power et bouton volume plus-moins qui est strié. Nous avons droit en haut au capteur, en fait, capteur de son secondaire avec les antennes. Sur le côté gauche, nous avons droit à la partie mémoire SIM. Alors, je vous avoue que la partie SIM, d'ailleurs, j'ai enlevé la SIM hier, justement, juste avant d'avoir fini le test du test express, enfin le montage. Et le problème, c'est qu'elle est extrêmement souple. J'ai rien pour l'ouvrir là, mais elle est extrêmement souple, en fait, tout en plastique, et elle est trop souple même, puisque au moment de retirer la SIM, je vous avoue que j'ai dû prendre une pince pour pouvoir le retirer. J'ai pas trop compris pourquoi. Je pense que c'est tellement souple que ça doit un peu se plier, et ce qui fait que la SIM c'est la carte SD qui ressort un petit peu, donc il faut forcer un petit peu. Ça, je trouve ça un peu dommage. En bas, nous avons droit à la jack, USB type C, micro primaire et le haut-parleur avec les antennes. Et pour finir, au dos, l'un des trucs les plus intéressants, c'est Google Tango qui prend tout ça avec le capteur au centre, ainsi que donc le dos en simili-cuir, donc avec écrit Asus en bas et la mention de Tango justement. Donc vraiment, c'est centré sur Tango ce téléphone. Enfin, ça montre bien que c'est Tango. Ça veut le vendre en tout cas. Un smartphone en tout cas en termes de design qui est vraiment réussi, je trouve. Déjà, c'est très bien ajusté, c'est assez joli. Je trouve même que Tango avec ce côté simili-cuir, au final c'est pas... Alors en vidéo en général ça rend pas très bien. En réalité ce qui je trouve ne rend pas très bien en termes de rendu, c'est le pourtour de la penne qui est gris. Et donc qui casse un peu ce côté noir qui je trouve est assez sympa et permet de rester un peu discret en fait. Donc ça c'est le côté, c'est juste ce côté-là que je trouve un peu dommage. Mais le reste en simili-cuir d'ailleurs c'est une bonne chose, excellente chose même. Enfin je trouve déjà que c'est très rare donc ça permet de se différencier par rapport à tout le monde. Qu'est-ce que je voulais dire en plus, donc ce qui fait que voilà, en plus ça me rappelle le Galaxy Note 3 que j'ai beaucoup apprécié avec justement aussi ce dos en simili-cuir, donc ce qui fait que c'est agréable et ça permet d'atténuer ce côté de chauffe justement, j'en reparlerai un peu plus tard. Donc là-dessus en termes de design j'ai pas grand chose à dire, c'est réussi sur à peu près tous les points, il n'y a pas grand chose à dire réellement, c'est plutôt bien, pas trop mal optimisé quand même aussi en termes d'espace. Bon, c'est sûr que maintenant, si on compare au S8, etc., c'est un peu moins bien optimisé, mais c'est pas ce qui est visé sur ce smartphone-là, pour le coup. Au niveau de la surcouche, donc là on est sur du Android 7.0 avec donc Zen 8 3.0 et donc c'est une surcouche qui, alors moi je l'apprécie plutôt bien, en tout cas j'ai appris à l'apprécier, mais elle divise encore beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est une surcouche qui veut trop en donner. C'est clairement le gros problème, ce qui fait que on retrouve avec plein d'options partout. Ce qui est le plus évident, c'est bien sûr cette partie options qui est énorme. Alors là, en plus, avec Google Tango qui est présent, c'est encore pire. Et surtout, en plus de ça, on a l'Always All Panel, donc permettre d'avoir l'heure d'afficher qui est dans cette partie-là. Donc, ce qui permet d'avoir des choses assez claires, mais en même temps, on a l'impression qu'on en a des milliers des trucs. Regardez, dans la partie personnelle, tout ce qu'il y a, c'est impressionnant. Ce qui fait que, voilà. En plus de ça, avec ce système d'affichage, je le montre au passage, qui est assez intéressant, c'est-à-dire que, déjà, la taille de la police qu'on peut mettre en petit, déjà, c'est bien. Mais la taille d'affichage qui est modifiée pour le coup pour rendre vraiment petit, c'est vraiment cool. Je vous avoue que c'est quelque chose que j'ai pas mal apprécié là-dessus, puisque ça permet d'avoir un affichage vraiment
vraiment dense. On peut vraiment avoir beaucoup de choses. Si on regarde les 18-25, on regarde le nombre de trucs qui sont affichés ici est vraiment énorme. Donc là-dessus, clairement, c'est très très appréciable. Donc ceux qui aiment avoir beaucoup de choses à l'écran sans devoir route, eh bien ils seront ravis de ce point de vue-là. Là sur le coup, j'ai pas trop envie de m'attarder dessus parce que je l'ai déjà beaucoup fait avec le Zenfone 3, Zenfone Zoom S et Asus Zenfone 3 Deluxe. Mais bien sûr, le plus gros problème qui revient et que je redis à chaque fois, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'applications Asus. Entre là, on voit par exemple, on le voit ici, on a Beauty Live d'ailleurs qu'ils ont ajouté, qui est un système. Alors en fait, par exemple sur Instagram, qui va permettre d'améliorer les photos, en fait, le côté beauté en direct pour des applications telles qu'Instagram. C'est-à-dire que si par exemple je lance Instagram, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre dessus si vous voulez, et bien en fait normalement, c'est pas activé, j'ai dû le désactiver. Mais en gros, il s'affiche au départ, il s'affiche pour justement, si vous voulez prendre une photo, et utiliser cette partie-là pour améliorer votre photo et avoir quelque chose de plus beau. Donc là, forcément, avec la lampe qui est juste au-dessus, c'est pas terrible, mais ce qui peut permettre d'améliorer ça avec ce bouton flottant en plus de ça, hop, et on peut choisir, sectionner une application de diffusion directe. Donc c'est même pour diffuser en direct, en fait, voilà. C'est peut-être d'ailleurs avec la story, voilà. Vous avez avec la story, vous avez ça qui arrive. Donc si vous voulez faire une vidéo, vous pouvez améliorer la vidéo avec ce côté beauté qui est inclus. C'est un peu particulier et en fait c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a plein d'options et il y en a trop en fait. Et ce qui fait que pour les gens, ils ont l'impression d'avoir un truc super lourd. C'est pas forcément lourd, mais c'est que c'est juste bourré d'options. C'est ça le gros problème. Ce qui fait que quand on regarde par exemple pour gérer le launcher, là où Google, il va y avoir la partie fond d'écran, la partie widget et la partie paramètres, avec quelques petits paramètres. Ici, on a application et widget, modification de l'accueil. Dans la modification de l'accueil, on va pouvoir gérer la taille des icônes, l'alignement, l'effet de défilement, la police, la couleur de l'étiquette des icônes et la personnalisation d'une police. Donc, couleur d'étiquette, c'est vraiment, c'est ça typiquement. Je vous avoue que c'est super sympa, c'est plein d'options, mais c'est trop. C'est trop. Alors, moi, ce que j'aime bien, à la limite, je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Je vous avoue qu'Android, c'est bien, mais quand il y en a plus sur Asus, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de petites options sympas. Ceux qui veulent avoir les écritures violettes, pour le coup, ils seront contents. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et c'est pas forcément agréable pour tout le monde qui veulent avoir quelque chose de simple. Comme je l'ai montré, comme pour les paramètres, ça fait trop, et ça fait visuellement trop, en fait. Donc, ça fait qu'il y a plein de choses comme ça qui vont vous rebuter. Comme là, on a par exemple la corbeille, on peut regarder classeur masqué, on a le transfert de fichiers qui est là, avec ce côté simple, mais à la fois, il y en a un peu partout, avec, voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Là, on peut inviter des amis, parce que il y a des trucs de fou là-dedans, et en plus de ça, ça s'améliore. Alors en plus, il l'indique bien, donc ça c'est plutôt cool, mais là-dessus, en termes d'application, c'est impressionnant tout ce que peut mettre Asus. Au-delà de ça, ça reste une surcouche qui est quand même, pour moi, l'une des meilleures, plus optimisées. Ça a beau être l'une des plus lourdes avec une 10 000 applications, elle tourne super bien. C'est ça qui est impressionnant. On a quelque chose de vraiment très bien. Là-dessus, c'est rapide, c'est efficace, c'est fluide, c'est agréable en fait. Et ce qui fait qu'on a une expérience qui reste très complète. Peut-être trop, c'est ça le problème. Mais par contre, elle est impeccable. Je vous avoue que je pensais pas que là où on voyait que Samsung, c'était pas forcément très bien optimisé avec plein de choses à l'époque, eux, c'est plein de choses, mais c'est bien optimisé en même temps. Comme quoi, les deux sont possibles. Et ils affichent même le petit truc Beauty Live qui est le petit truc gratuit en plus. Ça fait le truc en plus. Mais c'est une surcouche qui permet quand même beaucoup de personnalisation. Les thèmes, ça reste particulier, j'aime pas trop ce qui est proposé, mais c'est ultra complet. C'est vraiment super complet. Vous voyez même genre la règle laser ici pour voir. Donc je veux dire, il y a vraiment de tout. Il manque juste le capteur cardiaque pour le coup pour être totalement complet. Et encore on peut le faire avec l'appareil photo, avec les applications adaptées. Mais voilà, il y en a partout. C'est le plus gros problème. Mais moi je l'aime bien pour ce côté ultra complet aussi, puisqu'on a plein d'options et c'est par exemple comme ça que je peux avoir autant de choses d'affichées à l'écran. Même par exemple ici ce sera pour l'écran quand même, mais pour l'écran on va voir super couleur, filtre bleu qu'on peut régler, standard pour ça, et personnalisé on peut régler la température, la teinte et la saturation. C'est assez bien fait, c'est même je veux dire, personnalisé, en général, ça reste assez basique. Ici, c'est super complet. Même là, pour un truc aussi bête, on peut avoir des réglages précis.
En plus de ça, on va avoir tous les jeux avec Tango. Alors je peux vous dire que les 128 Go de stockage, ils sont pas là pour rien. Donc voilà en gros pour résumer, si vous voulez voir en détail chaque application, je vous conseille de regarder le Zenfone 3 Deluxe ou encore le Zenfone Zoom S où j'ai bien détaillé les choses, mais là c'est plus pour vous montrer un petit peu, je montre pas tout parce qu'il y en a pour pas mal de temps. Mais ça reste vraiment complet. Voilà, c'est vraiment, il y a plein de choses. Après, à vous de voir, est-ce que vous pouvez vous en accommoder ou non. Pour Google Tango, alors ce que je vais faire plus simple au final par rapport à ça, je préfère quand même le dire. Le mieux, je vous mets une fiche là-haut, ici, que vous regardez. Vous regardez la prise en main, ce sera le plus simple parce qu'elle dure une demi-heure. J'explique beaucoup pour Tango comment ça fonctionne avec un petit écran ici pour montrer le smartphone et moi me déplacer dans l'espace dans le principal. Ça permet de se rendre compte un peu plus l'intérêt de Tango. L'intérêt de Tango réellement, pour expliquer, à la limite je me mettrai peut-être une capture, je sais pas exactement comment je vais gérer ça, mais Google Tango, pour remettre dans le contexte, c'est de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on va utiliser le smartphone pour avoir un univers qui va se coller à la réalité. C'est-à-dire qu'on va avoir du virtuel dans le réel. On peut avoir aussi du virtuel qui va utiliser l'environnement, c'est-à-dire comment on se déplace dans l'environnement pour se déplacer dans le virtuel. Donc, c'est-à-dire vraiment avoir un monde parallèle en gros, mais on se déplace dans la réalité pour se déplacer dans le monde parallèle. Ce que je trouve intéressant, réellement intéressant. Mais le truc c'est que on est, on est encore au début. On n'a que 2 smartphones sous Google Tango. On a le Lenovo Phab 2 Pro et celui-là. C'est le seul qui est haut de gamme, le Lenovo Phab 2 Pro, utilisant un Snapdragon 652 beaucoup plus limité. Surtout en RAM aussi. Et ce qui fait que là-dessus, on n'a pas encore énormément d'applications. Je trouve quand même que pour 2 smartphones seulement sur le marché, on a quand même pas mal de choix. On a quand même pas mal d'applications et des choses très sympas. On a World, par exemple, que j'aime beaucoup, qui permet vraiment d'avoir un espèce de monde à créer sur notre environnement, avec un petit coin à soi, on va dire, où on peut développer. On va avoir plein de petites choses comme ça. On va avoir la possibilité, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, qui se créent, que j'ai pas forcément montré, mais on va pouvoir avoir le côté immobilier. Où on va pouvoir recréer une maison et se balader dedans via ça et se rendre compte des dimensions, se rendre compte comment c'est. Et ce qui fait que c'est vraiment super bien foutu. Le plus gros problème pour moi, pour Google Tango, c'est ce côté pas très... L'intégration demande quelque chose de lourd, comme on le voit en fait. C'est surtout que... en fait, toute cette partie-là, on va voir ici le capteur, en fait, pour savoir comment on se déplace. Ici, le capteur de profondeur. Ici, le capteur laser. Et le capteur principal pour visualiser. Ça fait beaucoup de capteurs pour se déplacer. Après, ça permet d'avoir quelque chose de très précis. Mais on voit avec AirKit pour Apple qui va sortir que il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de capteurs pour pouvoir faire ça. Le gros problème de Google Tango pour l'instant, c'est qu'il est trop lourd, donc très difficile à intégrer. C'est pour ça que peu d'acteurs le suivent et qu'ils font un smartphone spécifique pour. Donc j'espère que Google travaille à la simplification minimum, je pense, avec une utilisation avec un double capteur uniquement, ce qui je pense peut être largement suffisant. Et peut-être avec un très bon capteur laser, hein, c'est peut-être ce qu'il y a là avec un capteur laser de très grosse qualité. Mais en gros, dites-vous bien que toute cette partie-là, c'est l'APN, toute cette partie-là, c'est Google Tango. Ce qui est quand même beaucoup en fait. Et vous voyez, c'est un gros rectangle qui prend quand même une grosse surface. C'est le plus gros problème, je trouve, de Google Tango. Mais par contre, les utilisations, même en jeu, alors les jeux, ça va être chez soi, hein, faut pas se leurrer. Mais ça peut être vachement intéressant. Je me suis vachement amusé sur Hot Wheels, par exemple, qui permet vraiment d'avoir un jeu qui est virtuel, mais où on se balade vraiment, on a vraiment l'impression de créer son truc, même si on ne touche pas des doigts. C'est quand même pas mal. On est vraiment sur quelque chose déjà que je trouve d'avancé. Donc voilà un peu pour la partie Google Tango. Pour la partie Google Daydream, donc là on est sur de la réalité virtuelle, tout ce qui est en soi de plus classique sur la base, donc un casque, on met le téléphone. Alors tout d'abord je vais faire une critique par rapport au casque. Le casque, alors moi j'ai testé le Shinecone 6.0 que je vous conseille d'ailleurs, qui est pas cher et qui d'ailleurs m'a été pas mal utile lors de l'utilisation de Google Daydream. C'est-à-dire que pour moi le plus gros souci c'est qu'il est absolument pas réglable et qu'en plus de ça, j'aime pas du tout au niveau du confort. Enfin, c'est assez... au final, j'ai réussi à avoir de la buée la dernière fois. Mais j'aime pas le fait qu'il y ait juste un seul bandeau et pas un truc au-dessus pour tenir, parce qu'en fait, il aura tendance à tomber un peu. Aussi, pour tenir le smartphone, c'est extrêmement sommaire, en fait, puisqu'on va avoir juste ces parties-là, en fait, ces espèces de trucs en caoutchouc, ici et ici. Et ce qui fait que ça crée un problème au niveau de... il y a beaucoup de faux contacts qui se fait.
et parfois il a quelques soucis. Alors que j'ai beaucoup moins de problèmes d'ailleurs avec le Shinecone qui en soi est censé être beaucoup moins cher. Par contre, ce qui est sympa, c'est la petite manette qui accompagne et ce qui me rappelle beaucoup, en tout cas, déjà qu'on le visualise dans la VR, ça me rappelle beaucoup le HTC Vive. C'est en beaucoup plus simplifié, mais on a ce système où on a en fait un pad tactile avec ici un bouton retour, un bouton retour et un bouton menu. On a le bouton volume là et qui est très simple d'utilisation. On le recharge ici. Donc ça c'est plutôt cool aussi en USB Type C au passage. Ce qui est très sympa donc c'est que on a un système de télécommande en fait que je trouve très réussi, assez fiable. Parfois il perd un peu la connexion mais ça revient très vite. Elle est assez fiable et elle va vraiment changer la façon dont on perçoit la VR sur smartphone. Parce que sur smartphone, on était très passif au final et on était assez limité. Avec cette manette, ça change beaucoup de choses, même au niveau des jeux, puisqu'il l'utilise beaucoup. Puisque déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a une partie dans Google Daydream qui est dédiée juste à Daydream, justement pour détecter les jeux ou applications liées à Daydream. Et les jeux qui sont dessus, il y en a déjà, il y en a pas mal. J'ai trouvé qu'il y en avait pas mal du tout. Et ils sont assez intéressants. On a un jeu d'hélico, on a un jeu de cartes, etc., même de voitures, qui vont être assez sympas. Et donc, on va utiliser, comme volant, en fait, on va utiliser l'hélicoptère, donc pour se déplacer, pour cliquer, pour changer d'arme. On va tirer avec ça. Il y a plein de petites options. Ça reste une manette un peu limitée. Mais qui en soi, ce qui est bien, c'est que malgré ce côté limité, le fait qu'on ait un 4 touches ici, en plus du pavé tactile avec ces 2 touches-là, il y a pas mal de petites choses qui sont possibles. J'ai même été assez étonné avec le jeu d'hélico, ils ont réussi à caser un max de choses, et je pensais pas que ça aurait été aussi bien. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Oui, ça reste une manette qui reste assez basique en soi, mais qui est efficace et qui permet vraiment d'avoir des jeux beaucoup plus immersifs puisqu'on va avoir une manette pour interagir avec le jeu. Là, on n'avait rien à part un bouton pour cliquer sur OK où il fallait regarder certaines choses en fait au centre pour pouvoir interagir pour certaines choses. Là, ça va être beaucoup plus actif et c'est là où c'est un peu plus sympa. Donc, Google Daydream, j'aime pas le casque, j'aime pas du tout le casque. Mais j'aime beaucoup ce côté télécommande là-dessus. Reste le problème qui restera limité au smartphone de toute façon parce que c'est le problème, c'est l'angle de vue qui reste assez petit puisqu'on est sur un smartphone. Donc forcément, l'angle il va être comme ça, quoi. Donc ça va être vraiment limité. Là-dessus, c'est un peu le côté forcément dommage, mais limité matériellement. Donc là, c'est encore un problème qui est totalement normal en soi. Mais quand on a touché à du HTC Vive, je vous avoue que c'est forcément moins bien. Mais l'avancée est quand même assez intéressante là-dessus, donc vraiment agréable. Au niveau de l'écran, on se retrouve avec un écran Super AMOLED, donc un AMOLED en Quad HD de 1560 x 1440 pixels, le tout sur donc un 5.7 pouces. Donc c'est un écran AMOLED qui est vraiment pas mal, je trouve. Donc qu'on reprend en fait, ça reprend les mêmes dimensions que le Zenfone 3 Deluxe, mais avec une résolution supérieure. On n'est pas sur de la 4K, mais sur de la 2K, ce qui est plutôt pas mal. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons dans affichage la possibilité de gérer la gestion au niveau de l'écran. Donc que ce soit la température de couleur qu'on peut changer, tout comme en fait, soit vous avez super couleur, donc ce qui fait que une gamme de couleurs large et c'est un petit peu vif, c'est assez sympa, je trouve que c'est très bien de base. Sans standard, mais ça fait, je trouve, assez terne par rapport à ici. Soit vous avez filtre bleu, donc pour ceux qui veulent mettre la lumière. Alors par contre, je le trouve un poil léger quand même, comme d'habitude. Hop. Ce qui fait que je vois pas trop la différence entre au début et après. C'est un petit peu mieux près, mais là j'ai l'impression que c'est encore moins. Et vous avez personnalisé, donc là j'ai fait de base personnalisé, donc ce qui fait que vous pouvez gérer la teinte et vous pouvez gérer la saturation des couleurs. Donc c'est du noir et blanc, vous pouvez. Noir et blanc d'ailleurs, ça peut être sympa d'ailleurs pour l'économie d'énergie. Et je trouve ça assez sympa. Au niveau de l'écran lui-même, donc ce qui fait que au niveau des couleurs de base, comme je l'ai dit, c'est très bien. Je trouve très correct, peut-être un petit peu vif, mais je préfère ça au côté un peu terne du standard. Vous avez en luminosité minimum, ça va pas assez bas, je trouve. On voit encore trop l'écran, par exemple ici. Et au maximum, alors autant ici c'est assez lumineux, autant dans la réalité avec le soleil et tout, c'est pas si lumineux que ça. Et même en vert, je le trouve un peu faible en luminosité. Ça manque un peu de Ça manque un petit peu de luminosité, ce qui fait qu'en plein soleil, c'est un peu limite. Quand je vois le Meizu Pro 6 Plus, il a un écran qui est un peu plus brillant, enfin un peu plus lumineux, et ce qui fait que ça lui profite plus.
J'ai une petite théorie qui pourrait expliquer peut-être, ça c'est peut-être pour la VR, ils ont peut-être mis quelque chose une luminosité maximum bridée pour qu'on ne mette pas au maximum et qu'on se pète les yeux lors de la VR. Je pense que c'est ça, je ne suis pas sûr, c'est peut-être n'importe quoi ce que je dis, mais c'est possible parce que je le trouve un peu faible, mais c'est vrai qu'au niveau des yeux, comme ça aura tendance à être très proche, c'est vrai qu'une luminosité forte aura tendance à très vite fatiguer les yeux. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a un lien? C'est possible. Après, en soi, donc, ce qui fait qu'au niveau des angles de vision, on est sur quelque chose de très bon aussi. Donc, après, j'ai pas grand-chose à dire, hein, les contrastes sont forcément extrêmement bien. J'ai pas grand chose à dire sur l'écran, si ce n'est que vraiment il est agréable à l'œil. Il est vraiment fin. Pour la VR, ça reste de la 2K, donc c'est correct, c'est pas parfait. C'est mieux que l'Idol 4K, je trouve, au niveau du rendu. On a des pixels qui ont un meilleur rendu, je pourrais pas trop expliquer. Le côté super couleur aide aussi un petit peu, ce qui fait que c'est assez agréable. Donc là-dessus, c'est plutôt correct. Donc vraiment, pas de souci. Voilà. Après, pour la VR, ce sera mieux quand il y aura une plus grosse résolution, mais c'est déjà mieux que de la 1080p et c'est un écran qui est plutôt pas mal, hein, pour de la VR. Ça reste correct, mais ça reste encore insuffisant. Au niveau du son, donc là en termes de jack, on est sur quelque chose, donc on est sur ce qui est intégré donc au Snapdragon 821 tout simplement, et ils ont décidé d'utiliser DTS:X. Ils ont intégré comme le Zenfone Zoom S, Zenfone Zoom S. Et donc, alors, le plus gros problème de cette jack, c'est sa puissance. La puissance est vraiment limitée dans le sens où même mes écouteurs, mes casettes ZS5, qui sont en 16 ohms et qui sont quand même relativement puissants, au maximum, au volume maximum, c'est vraiment limité. Au volume maximum, c'est ce que j'écoute en général, et je mets en général le 3/4 du volume. Sur la plupart des smartphones, là c'est vraiment maximum et c'est la limite maximale que je me mets parce que mes oreilles ne me supportent pas plus. Après, je trouve ça horrible en fait, enfin ça me pète les oreilles. Là le truc c'est que ce qui fait que pour moi, pour ceux qui écoutent fort, ça risque d'être une limitation assez forte. Aussi pour tout ce qui est casque un petit peu gourmand, qui demande quelque chose d'un peu puissant, c'est un peu limité, clairement. C'est un peu limité et on a un son vraiment faible. Je me rappelle pas que sur le Zenfone 3 Deluxe on avait cette limitation, en tout cas pas aussi fort, ce qui fait que c'est vraiment limité en termes de puissance. Si vous avez un casque un peu gourmand, vous êtes clairement limité en termes de volume. Autant le son est vraiment bon dans l'ensemble, ça c'est vraiment le côté cool. D'ailleurs on a cette gestion quand on branche la jack ici, hop, où on peut avoir plusieurs rendus. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est pur ou traditionnel, à l'avant ou large, je trouve ça pas terrible au passage. Mais donc on a ce système-là, et ce qui fait que, voilà, c'est pas assez puissant. Et là, pour le coup, il n'y a pas de réelle raison. Là, il n'y a pas j'ai pas d'hypothèse, c'est juste que c'est pas assez puissant, et il n'y a pas de raison. Donc, ce qui fait que je ne sais pas pourquoi Asus s'est loupé là-dessus, alors que par exemple, sur les autres smartphones, ils n'ont pas limité autant. C'est pas quelque chose de classique chez eux, donc je ne comprends pas pourquoi il y a cette limitation. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec, voilà, tout ce qui va être avec les casques un peu gourmands, vous allez vraiment vous sentir limité dans la puissance, et si vous êtes dans le train ou quoi, quand vous voulez augmenter le volume pour cacher un peu le bruit tout simplement du train ou du tram et de ça, ça va être trop limité et vous allez pas avoir un son assez puissant. On arrive maintenant à la partie photo, et donc là on est sur un capteur, alors le même que le Zenfone 3 Deluxe, pour le coup exactement le même, puisque c'est donc le IMX 318, donc un capteur de 23 mégapixels avec une ouverture de 2.0. Un capteur que j'avais déjà plutôt bien apprécié avec le Zenfone 3 Deluxe, et qui est exactement le même au final pour ce nouveau Zenfone. Donc le truc un petit peu sympa au niveau des photos, alors déjà que j'en trouve une sympa, je vous avoue que là, tout de suite comme ça, qu'est-ce que j'aurais de sympa, de vraiment cool. Alors, je vais vous montrer, parce que j'ai pas trop envie forcément de montrer du perso. Bon, allez, mon chat. On va montrer mon chat. Oh non, celle-ci, elle est pas belle. Mais il y en a des assez belles. Et ce qui est sympa, en fait, avec ce téléphone... Alors, je sais qu'avec mon chat, j'en ai pris. Non, j'en ai pas pris. Mais les photos sont assez propres. Sont même vraiment très, très propres, je trouve. En termes de qualité. On a là, en plus, un effet bokeh qui est plutôt pas mal. On a une définition qui est vraiment pas mal.
on a pas mal de détails. Pour moi, il est à peu près équivalent au capteur du S7. De nuit, c'est un peu particulier. Comme il a une ouverture de 2.0 au lieu de 1.7, bah forcément, de nuit, c'est pas extrêmement sympa. Et donc, pour ça, donc là, par exemple, de nuit, de base, en auto, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on voit strictement rien. Je vous mets le lien de l'album photo dans la description. Et si vous mettez en mode faible éclairage, ou faible luminosité, je sais plus comment ils appellent ça, eh bien, ça donne ça. Faible éclairage, donc là normalement on est sur en fait il fusionne les pixels et on est sur du 5 mégapixels au lieu du 23, mais ce qui fait qu'on a quelque chose de pas mal. Et pour avoir comparé face au S7 et le Zenfone 3 à l'époque, j'avais fait justement un shoot, j'ai jamais fait la vidéo, mais c'est équivalent de nuit en utilisant ce système là qui est très très sympathique d'ailleurs. Et donc ce qui fait que ça le rend vraiment vraiment performant. Ce que je voulais montrer aussi, je sais pas, tac, il faut que je retrouve la photo en question. Alors voilà, ici vous avez en fait un mode bokeh aussi. Alors même s'il a plusieurs capteurs, ici les seuls capteurs qui sont réellement utiles pour pouvoir pour faire la photo, en fait, uniquement la photo sans tango, eh bien, il y a que ce capteur-là avec le capteur laser et les différents, enfin, l'autre capteur pour les couleurs et les flashs, etc. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a que ça qui est utilisé en photo. Ces autres capteurs-là sont désactivés. Ce qui fait que pour le mode bokeh, c'est un mode bokeh à un seul capteur, c'est-à-dire qu'il va prendre plusieurs photos et ce qui fait que c'est vraiment performant. Déjà, on peut voir au niveau du détail, c'est plutôt bon, c'est même pas mal du tout. Et au niveau du bokeh, c'est très précis. C'est très très précis. Et en plus de ça, c'est vraiment très très propre. Ce qui fait que, en fait, le système... Attends, on va prendre le casque ici. Le système, hop, on va montrer en même temps l'appareil photo. Donc voilà, donc ce qui fait que, ce que j'aime bien avec l'appareil photo de Asus, et ce qui résume aussi assez bien Asus sur cette philosophie, c'est que il est très bien, mais il est super complet, il est peut-être trop complet. Voici tous les modes que vous avez. Vous en avez beaucoup. On est d'accord. Après, ils ont tous plus ou moins une certaine utilité. Bon, super résolution pour moi, aucune. Mais ils ont une utilité qui peut être plus ou moins sympa. GIF animé, effet, selfie, profondeur de champ. Ce qu'on va utiliser. QR code de nuit. Alors, de nuit, je suis pas forcément... c'est pas forcément foufou. On a l'HDR qui est en automatique. Ça, c'est aussi sympa. On a un nombre d'options intéressant d'ailleurs au passage. Alors, la chose qui est déjà premièrement intéressante, c'est qu'on peut gérer l'optimisation des photos. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur tous les appareils photo, vous avez une optimisation logicielle post-traitement. C'est-à-dire, une fois la photo faite, le logiciel qu'utilise la marque va faire en fait, vous faire leurs propres optimisations pour que la photo soit un peu plus sympa. Sauf que parfois, ça peut être plus ou moins bien. Sur les Zenfone Zoom S, j'avais trouvé que c'était au contraire, ça faisait plus de mal que de bien. Ce qui est bien, c'est qu'on peut soit le mettre en automatique, soit en arrêt, soit on peut choisir. Donc on peut choisir vraiment ces 5 petites options manuellement et donc s'adapter. Donc ça, je trouve ça déjà quelque chose de très sympa. C'est très con, mais c'est extrêmement rare d'avoir quelque chose comme ça où on peut gérer ce côté post-prod. Et c'est là où j'aime bien Asus, c'est qu'on a plein d'options et ces options-là peuvent être vraiment intéressantes pour chacun en fait sa façon de faire. Là on a CAF qui est choisi apparemment, je sais pas exactement ce que c'est. Mesure qu'on horizontale pour la vidéo, donc balance automatique, indice 1. On a de la 4K Full HD, 60 fps, après on s'en fout. Stabilisation, il faut savoir qu'il y a une stabilisation logicielle, donc EIS et optique, donc OIS. Donc ça c'est assez sympa. Je montrerai aussi une petite application sympathique par rapport à la réalité augmentée qui utilise en fait là les capteurs de Tango pour améliorer. Ça je le montrerai. Je montrerai une petite vidéo. Ce qui fait qu'on a le ralenti aussi, le ralenti qui peut être donc ici en Full HD. D'ailleurs, hop, si je le fais, on va voir un petit peu la qualité. C'est vrai que je l'ai pas testé. Donc là je le fais vite, on va voir. Ce qui fait qu'on voit directement le nombre de secondes. Donc là on est à 16 secondes. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez propre. Donc un bon ralenti. Hein. Là, on voit c'est de la bonne qualité, donc ça va être du 120 fps. Hop. Et je voulais montrer donc le fameux, hop ici, profondeur de champ. Profondeur de champ, donc vous voyez à peu près. C'est-à-dire que là, j'ai choisi, hop, donc en fait, c'est ça, hein, le pourtour du recast. Et en fait, il va faire plusieurs photos. Vous voyez là, il y a eu un côté. Donc, c'est-à-dire qu'il va prendre une photo plus loin, une photo plus près. Et donc, ce qui fait qu'on va pouvoir choisir. Alors là, je sais pas si ça va se voir bien. Oui, ça se voit. Donc là, on peut choisir en fait le bokeh s'il est plus ou moins performant. Donc là, si c'est à fond, ça va être, vous voyez, c'est très très flou derrière. Si c'est au minimum,
c'est très légèrement flou. Là, on est sur quelque chose de proche, donc ce qui fait que l'effet, enfin le choix est pas très très élevé, mais ça peut aller beaucoup plus loin. On peut avoir quelque chose de beaucoup plus large en termes de choix voilà, de bokeh. Mais ce qui est bien, c'est que le bokeh est vraiment très très propre. Ça, c'est vraiment le truc que je trouve vraiment très fort, c'est qu'il est très bien détouré et je le trouve aussi bon. Et ça, c'est quand même pas mal pour un truc à un seul capteur et qui fait en fait plusieurs photos. Je le trouve aussi bon que ce que propose Honor ou les autres marques au niveau du détourage, etc. C'est vraiment très très propre. Donc là-dessus, je dis quand même bravo parce que c'est pas forcément gagné. On a ce mode éclairage faible, donc là, je sais plus comment on a. Ah oui, on peut avoir les informations justement. Donc là, améliore la sensibilité lumineuse pour des photos. Bon, en gros, voilà, il fusionne 4 pixels en un pour créer une photo qui sera bien meilleure, puisque ça fait en gros un espèce d'ultra pixel en fait, comme HTC, donc de nuit c'est bien meilleur. Donc forcément on a moins de détails, mais au final on en a beaucoup plus, puisqu'il capture beaucoup plus de lumière. Là on a le mode auto, donc là, il est un peu dégueulasse. Le mode auto donc on peut gérer la partie autofocus, les trucs classiques, donc ces 5 points là. Et ce qui est bien, c'est que il est très très précis, on peut aller très loin. C'est toujours, j'aime beaucoup. 3200 ISO aussi, c'est assez élevé. On peut gérer. Alors, par contre, si on gère la partie, ah merde, je sais plus ce qu'on, je vais y arriver. Si on gère en fait le V, donc c'est l'exposition, eh bien les ISO sont remis en automatique pour s'adapter. Et on peut gérer la température de couleur. Donc en soi, voilà un bon mode auto que je trouve assez précis. Ce qui est bien, c'est qu'on a quelques petits points supplémentaires. Donc là, alors je sais pas du tout ce que c'est, je pense que c'est plus ça. On peut savoir si on est bien dans l'axe. On sait à combien d'ISO, focal, etc. Donc ça, c'est le côté assez sympa. Et bien évidemment, vous avez le système RAW que vous pouvez choisir ici de l'enregistrer en RAW plus JPEG. Donc le petit bonus assez sympathique. Il n'y a pas encore beaucoup d'acteurs qui le font. Eux, ils le font. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà un peu sur la photo, je vous mets l'album en description, il est vraiment très bien. Là-dessus, j'ai pas eu de soucis de ce point de vue-là. Je voulais montrer une dernière chose, je me suis pas mal étalé pour le coup pour la photo, comme quoi je commence à m'intéresser beaucoup. Et c'est un truc que j'ai trouvé très impressionnant. Comme vous savez, là, en fait, on le voit pas forcément bien, mais c'est un peu bizarre. Là, en fait, on voit que la stabilisation est absolument énorme. En fait, je pense qu'il utilise le deuxième capteur pour faire beaucoup de choses, mais hop, je reprends de cinématique. Tango. Parce qu'ils ont fait une bonne petite vidéo pour expliquer. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'ils vont utiliser Tango pour avoir une stabilisation digne de quelque chose qui est stabilisé. Comme ce que j'ai fait, en fait, pour mon petit clip. Mais sauf que là, il n'y a aucune stabilisation. Donc en gros, c'est pour faire ça avec juste le téléphone. Pas de stabilisation supplémentaire, juste le téléphone. Et là, c'est très propre. J'ai pu le tester. Après, la partie en 1080p, en fait, je peux faire que en 360p. La partie en 1080p, voilà, c'est ce qu'il montre. Et j'ai pu le tester en 360p, c'est vrai ce qu'il montre. C'est réellement vrai. Et ce qui fait que c'est impressionnant. Tango apporte une chose, pour le coup, qui est super impressionnante, puisqu'il va apporter une stabilité digne de quelque chose qui est vraiment stabilisé avec un système, etc., sauf que c'est juste avec le téléphone et notre main. Donc, ça, c'est impressionnant. Je trouve ça vraiment très impressionnant. L'application est payante quand même. Donc ça, après, c'est le problème. Mais c'est quand même, je trouve, pour un truc de début, assez incroyable. Voilà un petit peu. Alors là, bon, après, il y a des modes un peu chelous. Mais ça peut être intéressant pour certaines choses un peu artistiques. Mais c'est un peu chelou. Mais voilà un peu l'application qui m'avait étonné que j'avais trouvé ça, et je trouve que la Tango montre aussi des choses un peu particulières qu'on n'aurait pas forcément pensé utiliser et qui là est utile. Alors comme on l'a vu, l'appareil, bon il n'est pas exempt de défauts non plus, mais il s'en sort plutôt bien. Là le problème que j'ai, alors forcément c'est lié à la 2K, c'est quelque chose qui forcément joue, c'est que l'autonomie, donc on a une batterie de 3400 mAh, ils l'ont augmenté un petit peu par rapport au Zenfone 3 Deluxe, mais l'autonomie je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Je fais moins de 5 heures. Et entre 4h15 et 4h45 en gros, et 6 heures sur YouTube. Donc c'est pas beaucoup, parce que l'écran de cas joue beaucoup en fait, il faut être honnête là-dessus. C'est que l'écran de cas consomme, on a le Snapdragon 821 qui est quand même assez consommateur, et les 8 Go de RAM, donc ce qui fait qu'en arrière-plan ça peut jouer, même si je pense qu'il est un peu bridé. Donc ce qui fait que forcément l'autonomie je l'ai pas trouvé incroyable, surtout avec la batterie supplémentaire. Je pense que c'est la 2K qui joue énormément là-dessus.
Donc vous attendez à faire une petite journée, mais pas plus. On peut pas s'attendre à une grosse autonomie. On fait voilà, moins de 5 heures. Je trouve que c'est pas forcément terrible. Ça aurait pu être mieux. Je pense que ça aurait pu être mieux. Mais après, comme je pense que Asus n'a pas bridé le processeur par rapport à Tango, eh bien ça crée ce côté un peu consommation un peu excessive. Au niveau de Geekbench, donc là on se retrouve avec donc un Geekbench qui est plutôt correct tout simplement, puisque là on est donc sur un Snapdragon 821, une petite overclock par rapport à ça, donc on est à 2,4 GHz au lieu de 2,2 en gros, hein, c'est 200 MHz de plus, ce qui fait qu'on fait un score de 4125 points, donc 1784 et 4125, quelque chose de tout à fait normal, on fait un 200 points de plus, en gros 200-300 points de plus, donc rien de foufou, voilà, tout simplement. Donc un smartphone, voilà, un processeur qui est tout à fait correct, hein, c'est une version 4 cœurs seulement, pour rappel. C'est un processeur qu'on avait l'année dernière, donc assez performant. Il aura quand même tendance un peu à chauffer, ça c'est la chose à savoir, et surtout il va surtout chauffer en fait par rapport à Tango. Je pense d'ailleurs que le Snapdragon 821 n'est pas parfaitement bien foutu pour Tango, qui a besoin d'une grosse puissance de calcul CPU pour calculer l'environnement. Et ce qui fait que le Snapdragon 821, lui, c'est qu'il y a une version 4 cœurs qui fait que 4000 points sur Geekbench. Ce qui fait que, par exemple, par rapport à Note 7 aussi, on fait 5200 points. Par rapport au Kirin 960, qui fait 6000. 835, lui aussi, fait 6500 pour le coup. Mais ce qui fait qu'il est un petit peu en retrait par rapport à ceux de l'année dernière. Donc, par rapport, par exemple, au S7 ou même au Kirin 950. Ce qui fait que je pense que ça a une petite limitation de Tango. Dans le sens où, au niveau des calculs, je pense qu'il est un petit peu limité par ce processeur qui manque un peu de puissance brute, quand même, pour le coup. Et qui, là, pour le coup, lui fait un petit peu défaut. Heureusement, il y a la partie graphique, on y reviendra. La partie graphique aide aussi un peu, mais pour la partie CPU, c'est un petit peu limité, je pense, pour Tango. Après, pour la vie de tous les jours, il n'y aura aucun problème. Il se défend très très bien. Comme j'ai dit tout à l'heure sur l'autonomie, en plus avec sa puissance CPU un petit peu limitée, il est quand même très consommateur. Je pense qu'il a été limité d'ailleurs par rapport à ça. Il est assez consommateur d'énergie, ce qui fait que ça c'est un peu le rapport consommation-performance un peu mauvaise. Au niveau donc des performances graphiques, donc là on est sur un Adreno 530. Alors dans le test express, pour ceux qui l'ont regardé, j'ai fait une grosse erreur, j'ai mis 540. Je sais pas pourquoi, mais on est bien sur un Adreno 530. Donc lui aussi, il a été un petit peu augmenté. Donc là, ce qui fait qu'en termes de performance, on est sur quelque chose d'assez stable, qu'on peut le voir avec une performance donc 895. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que Asus, pour ne limiter un minimum la puce, a fait tout un système de refroidissement en fait qui part d'ici. Donc déjà même Tango tout en métal ici permet de refroidir et en fait, il y a tout un système de caléoduc en fait qui descend jusqu'ici en fait pour dissiper un maximum la chaleur. Et en plus, ce qui est bien en fait avec ce système simili-cuir, ça se sent pas. Mais on sent qu'il chauffe ici et en fait, il chauffe un petit peu ici, en fait, il chauffe un petit peu partout. Et Google Tango aussi, qui est en métal, permet de dissiper la chaleur. Donc ça, voilà, ils l'ont mis en avant pour dire, voilà, ça va être super stable grâce à ça. Ce qui est le cas, on est à 20% en 30 minutes d'utilisé. Ce qui fait qu'en termes d'autonomie, on est à peine plus de 2 heures. On a 144 minutes et 890. Si on se compare à la concurrence. Hop. Donc, si on se compare à la concurrence, on fait aussi bien que le Doogie Mix. Mais sinon, alors si on regarde un peu plus, on est un peu moins bon que le Huawei P10 qui est avec un Kirin 960, Mali G71 MP10, si je dis pas de bêtises. Donc lui il fait 1067, sauf que lui il est en 1080p. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant, on est assez performant. Là on est sur X-Performance, donc S820, mais avec du 1080p. Ce qui fait que si on regarde un peu plus bas, par rapport au Sud Plus il est plus performant. Par rapport au Google Pixel, il fait un petit peu mieux. On voit, il fait quand même 80 frames de plus. C'est toujours ça de prix. Là, par rapport au S8 en 540 aussi, il fait un peu mieux. Meizu Pro 6 Plus, lui avait le même processeur que le S7, à peu de choses près, fait vraiment moins bien. Il fait 700, enfin vraiment, il fait un peu moins bien avec 751, même s'il est assez débridé par rapport au S7 pour le coup. Qu'est-ce qu'on va voir un peu plus bas? Le HTC 10 qui lui est aussi en Snapdragon 820 et en 2K, et lui fait carrément moins bien, 641. Donc lui, voilà. Le Mate 9 Pro avec le Kirin 960, 622, donc en dessous. Qu'est-ce que nous avons d'autre en 2K?
Z4, non. L'après, non, ça va être vraiment trop bas. Voilà. Après, si on compare, par exemple, si c'était en 1080p, on serait, donc normalement, je pense pas loin, en fait, un petit peu en dessous du OnePlus 5. On serait à peu près là où il y a le Google Pixel, donc 1770. Donc là, on peut voir le Zenfone 3 Deluxe, donc on fait 2 fois moins, ce qui est tout à fait logique, puisque on a une augmentation de 2 fois la définition, tout simplement. Donc ce qui fait que, enfin pas 2 fois, mais elle est un peu elle est 70% supérieure, donc ça joue forcément sur les performances. Au niveau, pour finir, de la partie mémoire, donc là on est sur une mémoire UFS, alors là ça semble être de l'UFS 2.0, en séquentiel on est à 400, en écriture on a 161, ah non là on est sur de l'EMM, plutôt, alors... Non, je dis rien, non, c'est bien de l'UFS. Lecture 111, écriture 14, ça me paraît pas beaucoup. Ça me paraît pas beaucoup. Je vais regarder juste par rapport au Meizu Pro 6 Plus. Parce que là, ça me paraît peu en fait. Le Meizu Pro 6 Plus, lui, il est. Hop, ici. 418, 105. Si, donc on est bien. Non, j'ai rien dit, ok. On est bien sur du FS. Donc, ce qui fait que c'est voilà, un score plutôt correct, mais j'ai vu mieux ailleurs. Après, c'est peut-être moi. Donc voilà, de l'UFS en termes d'écriture, voilà ce qu'on a. Donc, ce qui fait que des résultats tout à fait corrects à 400, c'est sûr. En tout cas, c'est de l'UFS. Même si c'est un peu en dessous de ce que fait la concurrence. Normalement, on est plus à 500 en général. Sur les Snapdragon, en général, c'est ce qu'on voit. Là, on est à 400 pour le coup. Mais on n'est pas sur du 2.1 par contre. Ils n'ont pas fait ce choix-là, qui lui pointe à 700. Voilà un petit peu pour la partie mémoire simple et rapide. Donc une mémoire très correcte en UFS 2.0. Donc c'est pas de l'EMMC, bon, ce qui est normal à ce prix-là. Et heureusement, c'est du UFS 2.0, ce qui est correct. Ça aurait pu être du 2.1. On se retrouve sur du jeu et d'ailleurs il faut savoir que Nova Legacy est présent dans le jeu de base, dans la ROM de base, ce qui fait que donc vous avez le nouveau Nova qui est inclus, donc ça c'est plutôt cool. Et donc en termes graphiques, forcément le Snapdragon 820 lui il est plutôt bon pour les jeux, comme il est très présent, forcément il est optimisé pour. Donc ce qui fait qu'en termes de jeu vous n'aurez aucun souci, on l'a vu dans les benches, mais c'est valable aussi dans la réalité. Donc pas de souci de ce point de vue-là. Il sera bien sûr forcément moins bon que ce que propose le Snapdragon 835, mais pas tant que ça d'ailleurs. Il n'est pas aussi mauvais que ça. D'ailleurs, comme il est bien refroidi, ce Snapdragon 821, il ne posera pas de problème particulier. Donc ça, c'est la bonne chose. C'est la bonne chose quand même à prendre en compte, c'est que là-dessus, on n'aura pas de problème particulier. On aura quelque chose de très correct. Allez, faut que je cours. Et en termes de chauffe, comme je l'ai dit, c'est bien dissipé, ce qui fait que la chauffe n'est pas désagréable. Avec le simili-cuir au dos, eh bien, ça chauffe pas tant que ça. Enfin, la sensation est pas horrible. Elle est meilleure même que à l'époque. Elle est meilleure même qu'à l'époque du Zenfone 3 Deluxe avec le Snapdragon 820. Donc ça, c'est plutôt cool. On se retrouve sur Titanfall Assault, qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui d'ailleurs je vous le conseille, si vous aimez bien tout ce qui est Clash Royale, celui-là est d'ailleurs très tactique et très très sympathique. Donc je vous conseille. Donc si vous voilà, en jeu, pas de souci particulier, vous l'aurez compris, puisque c'est après tout un jeu tout simplement, c'est une puce graphique qui est tout simplement l'une des meilleures actuelles, tout simplement. Donc ce qui fait que ça va être compliqué d'avoir des problèmes avec. Donc, hop. Donc ce qui fait que voilà, je trouve qu'en jeu il n'y a pas de souci. Ce qui est bien que le refroidissement, ça se sent pas en fait. Vraiment ils ont bien travaillé le refroidissement et même en jeu, voilà, j'ai pas ressenti de problème particulier. Donc ce qui fait que c'est quand même assez agréable, il faut l'avouer. Donc là-dessus on va pouvoir terminer par la conclusion que personne n'attend, si ce n'est les chérubins. Oui, ça ne veut rien dire, mais j'ai envie de dire une connerie. Alors, que peut-on penser de ce smartphone? Eh bien, pour moi, c'est un smartphone très particulier. C'est-à-dire que si vous êtes sûr de vouloir de la VR, ainsi que Google Tango, qui est quand même plutôt bien avancé, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un projet où il n'y a pas grand-chose, on a quand même du choix, ça peut être un bon choix. Après, si vous voulez, pour moi, c'est une vitrine un peu technologique, ça permet de montrer un peu Tango, et ça permet à Asus de montrer, voilà, nous aussi, on teste les nouveaux trucs un peu, on prend des risques. Et à 900 €, c'est clair que c'est un risque aussi, parce que c'est clairement un marché de niche qui
qui est présent. Par contre, ce qui est bien pour moi sur ce smartphone, c'est que ce soit déjà un smartphone qui met Google Daydream et Tango, ce qui pour moi est totalement logique et même une excellente idée puisque ça permet de pousser aussi un peu la VR pour le coup, et sachant que Daydream est quand même très intéressant aussi. Si vous voulez de l'immersion, si vous voulez vraiment ce côté un peu virtuel avancé, ce Asus c'est quand même tout trouvé. Il faut l'avouer, il faut être très honnête, puisqu'il a tout. C'est l'un des rares smartphones compatibles Daydream avec le casque vendu avec. Alors là, c'est incroyable. Et en plus, le Google Tango qui est particulier est inclus et il est complet, il est stable avec un maximum de puissance. C'est le seul haut de gamme là-dessus, puisque le nouveau Fab 2 Pro, lui, c'est un milieu de gamme, comme je l'ai déjà dit. Ce qui fait qu'à 900 €, c'est clairement une somme à mettre. Alors, on a beaucoup de smartphones qui vendent. Pour moi, c'est un smartphone qui est trop cher dans le sens où 900 €, c'est cher. Je trouve ça très cher. Néanmoins, ils sont pas foutus de notre gueule, on a quand même beaucoup de puissance, on a les Go de RAM, ça coûte cher. On a 128 Go de stockage, c'est quand même beaucoup. On a un smartphone qui est complet, qui a des très bonnes finitions, qui a un très bon écran, qui a pas de tellement gros défauts. C'est surtout la limite de puissance audio. Ceux qui sont fans de musique vont être déçus. Bon, après, il y a le Bluetooth. La limite au niveau de l'écran en termes de luminosité. Après, clairement, ça reste un très bon smartphone. L'idée d'avoir pris la base du Zenfone 3 Deluxe pour en faire un smartphone Tango, c'est une excellente idée. C'est vraiment une excellente idée parce que de base, il est plutôt pas mal, il est vraiment pas mal. Il a une bonne fiche technique, il y a juste eu à l'améliorer. L'idée de mettre, au lieu du métal, de mettre du simili-cuir pour atténuer la chaleur et pour avoir quelque chose un peu différent et un peu premium, ce côté un peu premium plus est rare. Je trouve ça aussi une excellente idée. C'est con, hein. Même si pour moi ce smartphone ce sera pas quelque chose qui est dédié pour moi, c'est pas quelque chose où je mettrai les sous, bon, même si je les ai pas. Mais néanmoins il y a eu beaucoup de bonnes choses sur Asus. Comme j'ai déjà dit, cette année Asus j'ai beaucoup apprécié parce que justement je trouve qu'ils ont eu beaucoup de bonnes idées, et cette idée de mettre Google Tango, d'être l'un des rares acteurs à mettre les mains dans le cambouis pour sortir un smartphone dédié à ça, c'est déjà, je trouve, une excellente chose. Mais en plus de ça, de l'avoir retravaillé de façon assez intelligente, je trouve, pour qu'il soit attrayant, c'en est en plus. Sur le test express, puisque là en fait je le tourne le soir de la sortie du test express, les gens sont, je trouve, pour ceux qui ont commenté, il n'y en a pas forcément beaucoup, ils ont été très intrigués, ils sont prêts à mettre cette somme pour Google Tango. Moi c'est quelque chose, pour moi j'attendrais plus que ce soit, je fais pas partie des early adopters, c'est-à-dire les premiers qui seront prêts à mettre l'argent dessus, même si c'est pas encore au point, même si c'est pas encore parfait. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont intéressés par ça, ça les a beaucoup intéressés, ils seraient prêts à mettre l'argent dessus. Donc voilà, pour ceux qui voulaient de la nouveauté, voulaient vraiment quelque chose de différent en termes de nouveauté, et pas genre, ouah, un meilleur APN, ouah, c'est un peu plus borderless, ouah, c'est ceci. Vous avez quand même ça, c'est-à-dire Daydream avec le casque intégré, avec un putain de packaging qui est super classe, et Google Tango qui pour le coup est quand même très à part et qui permet de montrer réellement de la réalité augmentée, pas des apps à la con qu'on peut trouver sur le Play Store, avec des choses très particulières et très sympathiques. On peut le voir avec Hot Wheels, on peut le voir que j'avais posté beaucoup sur Twitter, plein de petites captures d'écran. On peut le voir avec un autre jeu de course aussi pareil où on pouvait utiliser l'environnement. On peut voir, il y a plein de petits jeux en fait qui sont sympas, plus ou moins intéressants, qui sont des expériences. Daydream avec sa manette, ça permet d'avoir des jeux réellement intéressants et pas un truc à la con, dans le sens où on est plus spectateur que acteur. Là on est vraiment beaucoup plus acteur et ça permet de faire des jeux très sympas en 3D. Ça c'est plutôt cool. Et ce qui fait qu'en plus de ça, pour moi dans l'ensemble, le fait de s'être basé encore une fois sur le Zenfone 3 Deluxe, ça permet que au-delà de cette partie Tango, le smartphone ne soit pas fait uniquement pour Tango. C'est fait pour être un smartphone qui embarque une technologie particulière, en plus d'être un smartphone qui est plutôt pas mal, qui est haut de gamme. Ce qui fait que ça, c'est aussi une bonne chose. Le nouveau Fab 2 Pro, à la façon dont il était vendu, c'est vraiment, voilà, c'est le premier Tango, ouah, c'est trop bien, c'est pour Tango. Je vous avoue que pour la présentation du Zenfone Air, j'ai pas forcément regardé, mais il me fait moins penser à un smartphone qui est là juste pour Tango. C'est un smartphone qui est haut de gamme, ils ont bien intégré Tango et ils ont développé l'amélioration du Zenfone 3 Deluxe pour Tango. Mais ça reste néanmoins au jour le jour un smartphone qui est très intéressant. Le fait d'avoir aussi mis 128 Go de stockage, quand on sait que certains acteurs sans carte SD le font payer au prix cher, à 900 €, ce qui est bien, c'est qu'on est déjà 128 Go et qu'on peut les étendre. Ça, c'est aussi une excellente chose. C'est con le stockage, c'est très très con, mais ça permet vraiment d'être utile.
Le fait d'avoir 8 Go de RAM aussi, c'est plutôt cool, puisque c'est vrai que ce type d'application est une bouffeur de RAM. Ça, il faut être honnête. D'ailleurs, à ce qui paraît, pour une personne qui avait pris le Lenovo Fab 2 Pro, le Snapdragon 652, et je sais plus combien il a de RAM, mais il n'a pas 8 Go de RAM, ça c'est sûr. L'expérience était pas extraordinaire. Il y avait trop de saccades, c'était pas assez puissant. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment du haut de gamme. Donc, ce qui fait qu'en termes de puissance, on n'aura pas forcément beaucoup mieux. Le 835 sera plus en termes de CPU qui aura l'avantage. Mais on a les 8 Go de RAM, ce qui est le seul au monde à faire ça. Il y a certaines régions qui sont précisées d'ailleurs dans la boîte où c'est 6. Mais on a 8 Go de RAM là-dessus. Et ce qui fait que c'est pas mal. Les 128 Go d'ailleurs sont très utiles. Pour regarder le stockage, alors j'ai 10 heures aussi, mais les applications de Tango, en fait, sont assez bouffeurs de stockage. Et ce qui fait que j'ai bouffé quand même 37 gigas. Alors que j'ai pas forcément énormément de musique sur le téléphone, j'ai pas tout téléchargé. C'est surtout en fait des applications, on va les regarder rapidement, mais les applications Tango sont assez prennent de la place tout simplement. Et ben voilà, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de supplémentaire. Ils l'ont bien intégré. Même au niveau du design, en fait, le fait d'avoir cette partie-là, ça permet de mettre en avant différemment le Google Tango, qui est vraiment de façon de ce type-là. Et je trouve que ça lui donne un air sérieux et très particulier, et que ça le rend moins moche qu'à la normale. Alors que là où le nouveau Fab 2 Pro, c'est un peu différent. On va voir si je peux mettre en stockage processus système. Non, je saurais pas dire, mais Low Vision 121 MO. Qu'est-ce qu'il y a? Après, il y a pas mal d'applications. Je regarde un petit peu. Slingshot, bah ça c'était inclus. Après, il y avait quelque chose inclus. Voilà, on est aux alentours de 100 MO, donc pas tant que ça au final. Là où Titanfall Assault fait 1 giga. D'accord. C'est une centaine d'MO, mais je pensais que ça prenait plus. Donc je sais pas exactement où est-ce que je les ai pris exactement, ces trucs-là. Je l'aurais peut-être dans mémoire. Mais voilà, franchement, c'est un smartphone qui, je trouve, est vraiment intéressant. Il est différent pour le coup, c'est un haut de gamme qui permet de montrer vraiment quelque chose de différent, qui apporte une innovation qui est à la fois extrêmement intéressante et complètement à part. Donc ça, c'est vraiment le côté très très cool. Bon, au final, c'est pas du tout, c'est des jeux à la con qui font ça. Et voilà, on a quand même au haut de gamme, hein, l'appareil photo, je l'aime vraiment beaucoup. Le jack, même s'il manque de puissance, ça reste très correct. Enfin, il n'y a pas de mauvaises choses, en fait. Ça qui est plutôt bien, c'est qu'en plus de ça, c'est un smartphone qui est bien pour la vie de tous les jours. Il n'y a pas de très gros défauts, il y a des trucs un peu moyens, mais c'est pas, pour du haut de gamme, c'est tout à fait correct, il y aura toujours des défauts. Et, par exemple, l'autonomie, c'est quelque chose qu'on retrouve de toute façon sur le haut de gamme. Donc, voilà, moi, je suis emballé par ce téléphone, je suis quand même emballé. J'irai pas mettre 900 € pour juste de la VR ou de la réalité augmentée, pas maintenant en tout cas. Mais voilà, ceux qui sont prêts, ceux qui sont addicts à ce genre de choses, foncez. C'est clairement, après, ça reste un excellent choix là-dessus. C'est juste 900 €, faut les balancer. Après, quand on voit le packaging, c'est sûr que les 900 €, on sent tout de suite on sait où ils sont allés. Ils ne sont pas fait forcément beaucoup de marge dessus, je suis pas sûr. Mais c'est intéressant en tout cas. Voilà, une grosse conclusion. Après, à vous de voir, c'est votre choix, parce que là, c'est quand même un peu subjectif au niveau de la conclusion. C'est votre choix, mais ça reste un très bon smartphone jour le jour. Il est quand même appréciable, comme on peut le voir hein, au niveau des photos, c'est super, c'est vraiment bien. Tiens, d'ailleurs, dernière chose au niveau des photos, si vous voulez tester tout ce qui est lentilles, etc., que j'ai déjà testé sur la chaîne, il faut savoir que c'est pas possible parce qu'il est trop milieu. En fait, il y a tellement une grande différence ici qu'on peut pas les mettre. Voilà, anecdote à la con, mais juste comme ça, au passage. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et le partager, etc. à vous abonner, et like, etc. Et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur